Martin, bonjour. Nous sommes ici au siège de la Poste. Oui. D'abord, deux mots sur ta fonction. Alors, je suis conseiller technique du président, donc en charge notamment de la gestion de crise au niveau national. C'est moi qui coordonne la cellule de crise nationale en cas de crise, que ce soit la crise de l'anthrax, mais aussi des crises plus classiques comme les crises sociales, voire les inondations ou toute autre crise qui a un impact national. Alors, ça tombe bien, tu as prononcé le mot anthrax. Oui. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on puisse réfléchir, s'interroger, se questionner, se préparer à ces crises en émergence aujourd'hui, niveau international, incertitudes, qui ne sont pas de son métier clair, parce que là c'est de la santé publique. L'anthrax, tu étais en charge, ça te tombe comment dessus? Ça me tombe dessus, je pense que l'expression est bonne parce que il faut revenir 3 ans en arrière, les attentats de septembre 2001, les yeux braqués, enfin le monde avait les yeux braqués sur l'Amérique et découvre effectivement à l'époque, après les attentats, soi-disant des lettres qui contiennent de l'anthrax, mais à ce moment-là, pas de réaction, je dirais, en anticipation de la part de l'entreprise, jusqu'au 12 septembre, où effectivement l'anthrax devient également un problème français, puisque une première lettre qui était adressée soi-disant à Oussama Ben Laden à Sarcelles, est découverte dans un bureau de poste, provoque l'émoi général, puisque le bureau est fermé, les agents sont mis sous surveillance médicale, l'affaire fait grand bruit dans la presse, si bien que très rapidement la pression médiatique monte et l'entreprise est prise sous les feux des projecteurs et les journalistes nous tendent le micro en nous demandant « La Poste, qu'est-ce que vous faites ?» Alors, je dirais que jamais, dans tous les scénarios que on avait pu imaginer, jamais à la Poste on avait pensé que le courrier pouvait devenir une arme pour tuer. Et ça a été, je dirais, la première surprise ou vraiment le phénomène qui a mis effectivement très vite l'entreprise sous pression. Parce que là, on était face à une crise d'un type nouveau. On n'était pas préparé à ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Et il nous a fallu donc réagir. Et je crois qu'on a réagi assez vite avec la mise en place des procédures classiques de crise, à savoir mise en place de la cellule de crise nationale tout d'abord, puis les cellules de crise délégation, c'est-à-dire les grandes régions, et les cellules de crise au niveau départemental. Ça, c'est la première décision. Donc, dès le 15 octobre, ces cellules de crise sont en place. Ensuite, première décision prise au niveau du groupe, à savoir diffusion des consignes de sécurité. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on découvre un pli ou un colis suspect ? Et donc là, on a simplement pris 24 heures pour se cadrer avec la DGS de façon à ce que nos consignes de sécurité soient en cohérence avec celles de la Direction générale de la santé. Et très vite, ces consignes de sécurité sont diffusées à l'ensemble du réseau et nous mettons en place ce que j'appelle moi une posture, c'est-à-dire quelle est la position de l'entreprise par rapport à cette crise. Crise qui a été d'une fulgurance jamais connue, puisque, si vous voulez, un seul chiffre, l'entreprise transporte quotidiennement, tous les jours, 75 millions d'objets, 75 millions de plis. Je crois que dans ces 75 millions de plis, tous les jours, on transporte effectivement des produits divers et variés, de la poudre sous toute forme, mais qui n'attire jamais l'attention des postiers. Il a fallu donc cette crise de l'anthrax pour que tout d'un coup, on découvre qu'effectivement il y avait quand même pas mal de plis suspects dans le service postal, sans parler effectivement des plaisanteries de mauvais goût qui ont été faites et qui ont fait que très rapidement on est passé d'une alerte à 15, 30, 80. Et donc, j'avais pris la décision de centraliser au niveau du cabinet de la Poste l'ensemble des informations. Mon objectif était d'abord centraliser l'information, avoir un suivi quotidien de l'évolution de cette crise. Alors,
une petite précision. On parle souvent de crise de l'anthrax. Moi, je considère qu'on a surtout géré une psychose de l'anthrax. Seuls les Américains ont vraiment géré la crise de l'anthrax parce que, on le verra tout à l'heure, jamais on n'a trouvé d'anthrax ni sur le territoire français ni sur le territoire européen, et fort heureusement d'ailleurs. Donc, c'était une gestion d'une psychose qui est très vite devenue planétaire. Et c'est vrai que ça a créé une très forte pression sur l'entreprise, qui, je dois le dire, s'est un peu retrouvée isolée. Hein. On avait, si je puis dire, une part de marché sur les alertes à l'anthrax qui était à peu près de 30%, c'est-à-dire une alerte sur 3 était pour la Poste. Et ce qui s'est passé, je parlais tout à l'heure de fulgurance de la crise, ce qui s'est passé, c'est que ça a très vite impacté notre appareil de production. En clair, qu'est-ce qui s'est passé? Les préfets, très souvent, lorsqu'on découvrait un pli suspect ou un colis suspect, ont joué le principe de précaution, à savoir, on fermait l'établissement postal, on parfois fermait les centres de tri. Alors, un centre de tri parisien, c'est 500, 600 personnes parfois. C'est un parc de machines tout à fait considérable. Et si bien que ces décisions ont fait qu'à un moment donné, au plus fort de la crise, 15% de l'appareil de production de la Poste, au niveau du traitement du courrier, a été paralysé. Parce qu'il nous fallait attendre les résultats des analyses donc des laboratoires pour pouvoir réintégrer les lieux et pour pouvoir rassurer aussi le personnel sur le fait qu'il n'y avait aucun risque pour leur santé. C'est-à-dire qu'on dit psychose et non pas crise comme aux États-Unis, oui. Mais sur chaque alerte, ça peut être une vraie. Donc vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Tout à fait. Je dirais, c'est presque du Canada Dry. Je veux dire, on aurait très bien pu l'avoir, mais bon... Je préfère quand même parler de psychose parce que, on verra que, si tu veux, il y a eu quand même plusieurs phases dans cette crise. Alors, examinons ces différentes phases. Lorsque l'anthrax, on a commencé par parler d'anthrax en France, premier réflexe, qu'est-ce que c'est que l'anthrax? Qu'est-ce que c'est la maladie? Donc le médecin général de la Poste nous a fait un exposé sur ce qu'était la maladie du charbon, maladie connue depuis plusieurs siècles. Maladie effectivement qui peut s'attraper soit par le toucher ou soit de façon beaucoup plus rare, donc une infection pulmonaire. Et donc les premiers propos du médecin étaient relativement rassurants en disant qu'on sait traiter par antibiotiques, c'est quelque chose qui est connu, donc pas de psychose, on calme, on explique ce que c'est que l'anthrax, on explique ce que c'est que la maladie du charbon. Et ce qu'on a fait d'ailleurs dans les premiers jours, donc on a diffusé via l'intranet du groupe La Poste, donc des informations sur ce qu'était la maladie du charbon, la façon de se prémunir contre les risques de la maladie du charbon. Et donc, si vous voulez, pendant les 10 premiers jours de la crise, alors effectivement, on avait à gérer une psychose, on avait à gérer une paralysie de notre appareil de production, mais on était, au niveau de la cellule de crise, pas très inquiet sur les risques sanitaires pour notre personnel ou pour nos clients. Il en a été tout à fait différemment lorsque l'on a appris le décès de 2 postiers américains. Et effectivement, là, on est passé dans une autre étape de la crise, ce qui nous a amené effectivement à, heureusement qu'on l'avait anticipé, et là que je reviendrai sur un des éléments qui me paraît vraiment essentiel quand on est à la tête d'une cellule de crise, c'est sa capacité d'anticipation, c'est-à-dire la capacité à toujours prévoir le coup suivant. C'est un peu comme aux échecs. Et ça, c'est vraiment capital. C'est capital. Je crois que s'il y a un des conseils à donner à des directeurs de crise ou à des risques managers, c'est toujours, malgré la pression que l'on peut avoir, malgré la charge de travail très importante qui est générée par une crise d'une telle ampleur, c'est de toujours se garder du temps pour s'interroger et qu'est-ce qui peut arriver après, hein. Et là, petit conseil, toujours prévoir le pire. Et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a à la fois géré donc, le quotidien et on s'est toujours interrogé en groupe, savoir, bon, qu'est-ce qui peut nous arriver après?
qu'est-ce qui peut éventuellement arriver? Et là, il fallait absolument toujours évoquer les scénarios du pire. Et donc, on avait anticipé un certain nombre donc, de décisions, notamment en faisant le pari donc, d'un cas avéré d'anthrax donc, sur le territoire français. Donc, lorsque les postiers américains sont décédés, bien entendu, la première des démarches a été de comprendre comment ils avaient pu décéder, puisque c'était une infection par voie pulmonaire. Et là, très vite, on a identifié donc les risques, puisque les risques concernaient principalement les agents, ce qu'on appelle chez nous des pilotes de machines, c'est-à-dire les personnels qui sont à proximité des machines automatiques de tri. Et on a très vite compris, enfin les Américains ont très vite compris que c'était lors du passage donc d'un des plis qui contenait de l'anthrax, comme il y a des mécanismes de compression de ces enveloppes qui rentrent dans ces machines automatiques de tri, en fait la machine en compressant la lettre avait fait disperser dans l'atmosphère donc des particules d'anthrax et qui avaient été absorbées donc par les pilotes de machines américains. Donc là, très vite, la décision que nous avons prise, c'est l'équipement donc en masques chirurgicaux, l'équipement en gants, de façon à pouvoir donc répondre à une attente qui était très forte de la part des postiers d'éléments de protection. Hein. Ensuite, et nous avons sécurisé, on était déjà en train de travailler dessus, l'entrée du courrier américain. Là aussi, on avait fait l'hypothèse que la menace viendrait probablement des États-Unis. Donc, avant octobre 2001, le courrier américain rentrait en 5 points sur le territoire français, le courrier en provenance des États-Unis. Donc nous avons fait en sorte d'avoir une seule plateforme d'accueil de ce courrier US, ce qui a été fait rapidement. Bon, ça a mis quelques jours, mais on a concentré l'essentiel, enfin la totalité du trafic en provenance des États-Unis, donc en un seul point. Et donc nous avons ensuite pris des contacts avec les quelques rares sociétés qui étaient capables de décontaminer du courrier éventuellement contaminé. Et donc nous avons pris notamment en contact avec une société qui s'appelle la société Denisos, qui était en capacité sur le courrier américain, qui représentait une charge de 14 tonnes jour, de nous contaminer l'intégralité de ce courrier. Décontaminer, pardon. Et c'est vrai que ça nous a permis donc de préparer la troisième étape, qui était de se préparer à un cas avéré d'anthrax. D'accord ? Et donc, c'est l'ensemble de ce dispositif, moi ce que j'ai appelé la deuxième étape de notre plan de prévention renforcé, donc à savoir la livraison donc, des masques, des gants, la concentration du courrier en un seul point, et donc d'autres mesures également importantes, c'est-à-dire l'identification de sites à risque. Il est clair que le bureau qui desservait l'ambassade américaine en France, à Paris, était un bureau à risque. Donc on a identifié un certain nombre de bureaux que l'on a surveillés particulièrement. Et un point également important, j'aurais dû le mentionner peut-être en entrée, c'est que très vite, je dirais le 4e ou le 5e jour donc, du début de cette crise, il m'est paru absolument indispensable d'avoir recours à des experts. Pourquoi ? Parce que l'entreprise était face à une crise sanitaire. Et face à cette crise, elle prenait un certain nombre de mesures qu'elle jugeait adaptées donc, à la situation. Cela étant, nous n'avions aucune crédibilité en matière donc, de sécurité sanitaire. Et très vite, avec le médecin général de la Poste, nous avons pris contact avec un expert donc, en maladies infectieuses, qui est le professeur Bricker, donc, qui exerce à la Pitié-Salpêtrière, et qui a bien voulu nous aider dans la mise en place de notre dispositif de prévention, qui a notamment validé l'ensemble des mesures que nous avons prises et qui a apporté sa caution scientifique donc à notre dispositif. Et ça a été, je dirais, déterminant. C'est là aussi, crise sanitaire, le premier réflexe que je donnerais, le premier conseil que je donnerais, c'est de contacter des experts extérieurs à l'entreprise, parce que dans une gestion de crise, une entreprise ne peut pas être à la fois jugée partie.
hein, c'est-à-dire dire voilà ce qui est bon pour mon personnel ou pour mes clients. On n'a pas la crédibilité je dirais, médicale, scientifique. Et donc là, c'est vraiment un réflexe, extérieur. Et ce réflexe, on l'a eu pour le SRAS, même si on n'a pas été touché directement. Et ça, c'est vraiment un réflexe que nous avons acquis, je dirais, à la lumière de la gestion de la crise de l'anthrax. Fort heureusement, nous n'avons jamais eu de cas avérés d'anthrax, heureusement. Parce que je pense que cela aurait été dramatique, et je crois qu'on peut le dire. Ça aurait été dramatique, pourquoi? Parce que, à la différence de la poste américaine, ou des postiers américains plutôt, les postiers français ont le droit de grève, ce que n'ont pas les postiers américains. Les postiers français ont également un autre droit qui s'appelle le droit de retrait, à savoir quand un salarié estime que le fait de prendre son poste de travail constitue une menace pour sa santé, il peut se retirer de son poste de travail, considérant que l'entreprise n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité ou sa santé. Donc, tu imagines bien que si on avait eu de l'anthrax, on aurait eu à la fois certainement des mouvements de peur tout à fait classiques, mais peut-être aussi des mouvements, des démarches du salarié qui aurait utilisé certainement pas le droit de grève, mais le droit de retrait, parce qu'effectivement, je crois qu'ils auraient laissé l'inquiétude. Je crois que ça aurait été tout à fait compréhensible. Donc, alors, je rappelle, hein, la difficulté à laquelle on peut être confronté, c'est-à-dire quand vous distribuez tous les jours 75 millions d'objets, repérer une lettre qui contient de l'anthrax, ça relève quasiment... C'est impossible, c'est même pas chercher une aiguille dans une botte de foin, c'est absolument impossible. Donc, ce que je voulais dire, heureusement, on n'a pas eu de cas avéré. Cela étant, on a eu une alerte quand même très très sérieuse. Alors, très souvent, c'est un week-end, hein, et là, ça n'a pas manqué, puisque c'était pendant un week-end et pendant un pont, pendant le pont du 1er novembre, où là, on a eu une alerte sérieuse, non pas en France, mais en Allemagne. Alors, le 2 novembre exactement, donc le pont du 1er novembre, tombe le matin une dépêche AFP affirmant de façon très, très ferme qu'il y avait 2 cas, enfin c'était pas un seul cas, donc 2 lettres donc, contenant vraiment de l'anthrax donc, qui avaient été découvertes en Allemagne. Moi, j'étais en congé parce que j'étais sur le pont 24 heures sur 24 depuis un mois. Mon président était aux États-Unis avec mon directeur de cabinet. Il entend l'information dans le taxi aux États-Unis. Premier réflexe, il appelle. Donc, il y avait les autres membres de la cellule de crise qui ont effectivement pris les dispositions nécessaires et qui m'ont contacté. Mais ce qu'il a fait également, c'est qu'il a essayé de contacter le président donc, de la poste allemande. Impossible de le joindre. Il était en week-end, pas possible. Il a essayé ensuite de joindre le président le directeur de la poste anglaise, de Royal Mail. Impossible de le joindre. Et donc là, là je pense qu'effectivement, il a eu peur parce que je crois qu'on n'était pas prêt. Déjà, on n'était pas prêt pour gérer une telle crise au niveau national, mais encore moins au niveau international. Et les mesures que nous avions prises pour sécuriser le courrier en provenance des États-Unis, à partir du moment où effectivement il y avait de l'anthrax en Allemagne, effectivement notre dispositif il s'écroulait. Il fallait prendre des mesures à la fois pour non pas simplement sécuriser le courrier donc en provenance des États-Unis, mais également le courrier en provenance des autres pays européens. Et ça, c'était quasiment une mission impossible, enfin à court terme, quoi. Je veux dire, c'était impossible, parce que l'Allemagne est un de nos plus gros partenaires, et en tonnage de courrier, c'est largement au-delà des 14 tonnes jour, parce que là, on est plutôt dans l'ordre de 100 à 200 tonnes jour de courrier qui rentre donc sur le territoire français. Fort heureusement, le soir, vers 20h, une nouvelle dépêche AFP tombe et dément la première information. Mais je crois que ce qui est arrivé là, effectivement, il y a eu un basculement, c'est-à-dire que là, on a vraiment pris conscience qu'aujourd'hui, non seulement, et je crois que ça c'est vraiment, s'il y a une leçon à tirer de la crise de l'anthrax, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer une crise de cette ampleur avec des moyens internes, fussent-ils
bon, fût-il important dans une entreprise, on ne peut plus la gérer en interne. Donc il faut la gérer forcément avec des partenaires extérieurs, hein, les pouvoirs publics, la Direction générale de la santé, des experts en gestion de crise, mais les experts sanitaires, des experts scientifiques. Il nous faut avoir l'appui donc de différents partenaires, je dirais, nationaux, mais également mettre en place donc, des dispositifs opérationnels au niveau international. Parce que la crise de l'anthrax a été la première, à mon sens, véritable crise internationale. Et ce qui nous a amené, donc, après la fin de cette crise de l'anthrax, qu'on situe à peu près à la fin de l'année 2001, décembre 2001, où on avait encore 1 à 2 alertes jour, mais je crois que le gros de la crise était passé. Et notamment lors du débriefing de la gestion de la crise de l'anthrax, il nous est apparu absolument indispensable de mettre en place donc, des structures opérationnelles au niveau international, c'est-à-dire avoir la capacité d'échanger entre les différents opérateurs postaux européens, mais aussi américains, dans le cas où nous aurions à gérer une nouvelle crise de l'anthrax ou une crise similaire. Et c'est ce que nous avons fait avec ton concours, notamment à travers la conférence européenne sur la sécurité postale des 27 et 28 novembre 2002, qui nous a permis de faire vraiment d'abord le bilan, hein, mais un bilan non pas uniquement national, mais un bilan européen, je dirais presque international, de la crise de l'anthrax, et de jeter les bases, les fondements d'un réseau européen de gestionnaires de crise dans le monde postal. Et un réseau européen qui fonctionne aujourd'hui, qui se réunit régulièrement et qui permet, de façon très simple, hein, c'est-à-dire en cas de crise, de se contacter rapidement, d'échanger sur nos dispositifs de crise et puis de se coordonner. Ça me semble absolument indispensable. Au-delà, ça nous permet effectivement d'enrichir nos réflexions communes sur la gestion de crise et de dépasser la crise de l'anthrax, puisque les Allemands, comme nous avons été confrontés en 2003 à des crises sévères liées à des inondations, par exemple. Comment est-ce qu'on gère une inondation? Comment est-ce qu'on gère un réseau quand vous arrivez le matin au bureau et que vous ne pouvez plus joindre par téléphone 2 tiers de votre réseau parce qu'il est sous les flots, quoi. Je veux dire, ça aussi, c'est un autre exercice qui est loin d'être évident. Mais au-delà, c'est se préparer à la prochaine crise. Parce qu'une des convictions que j'ai acquises dans la gestion de crise de l'anthrax, c'est qu'une crise se gagne avant et après. C'est dans la capacité à une entreprise à se préparer, à travailler sur des scénarios de crise, mais aussi sur sa capacité à débriefer une gestion de crise, à identifier ses points forts et ses points faibles, à également donc mettre en place les recommandations qui sont issues donc de ce débriefing. Et donc pour l'entreprise La Poste, c'est un tas de détails, mais qui ont vraiment leur importance. C'est l'utilisation de l'intranet et de l'internet pour la communication de crise, c'est la mise en place d'un véritable risque manager ou directeur de la sûreté, c'est la professionnalisation donc des différents acteurs, c'est le développement de réseaux extérieurs, donc de gestionnaires de crise. Je participe avec toi à différents réseaux nationaux ou européens, et je crois que c'est absolument indispensable pour effectivement le jour J être prêt et être dans les meilleures dispositions possibles pour faire face à ce qui est de toute façon imprévisible. La crise par définition est imprévisible et nous surprendra à chaque fois, parce que même si elle peut avoir des caractéristiques communes avec une crise que l'on a gérée, c'est à chaque fois différent, avec des contextes différents, avec des présidents et des directeurs généraux différents, avec des équipes différentes. Et donc là, il y a un gros travail donc, d'actualisation et de formation. C'est un travail qui est jamais terminé. Alors, ce qui m'a semblé vraiment intéressant comme nouveauté dans cette crise, et quand j'ai vu réagir à ça, c'est que on a un contexte
extrêmement instable, Oui. qui peut basculer. Tout d'un coup, on apprend depuis les États-Unis que l'Allemagne a un problème. En interne, on ne sait pas grand-chose sur le mal en Oui. question. Deux, en consultant Internet, on arrive à voir que les Américains ont avancé quand même quelque chose, donc il faut se brancher sur des circuits Internet. Trois, des mesures peuvent éventuellement être prises par un préfet ici ou là, ou des autorités de police qui ne sont pas cohérentes entre elles. Et donc Tout à fait. on a un réseau général, mais il n'y a pas de cohérence. Il faut prendre un expert, mais il y aura d'autres experts qui vous diront, bah, mettez du P3 partout, et c'est techniquement impossible. Oui. Et garder une sérénité et une ligne et un centre de gravité suffisamment robuste qui est lié, comme tu le disais, à une préparation. Et c'est cette grammaire qui est un peu commune à toutes les crises, je pense, à vous avoir vu travailler. Oui, tout à fait. Je crois que il y a, comment dirais-je, ce que m'a appris la crise de l'anthrax, et ça je crois qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'il ne faut pas penser parce que l'on a des experts que l'on va avoir des certitudes. Même avec des experts scientifiques, on n'a jamais de certitude. Donc, gérer une crise, c'est gérer l'incertitude, c'est gérer la surprise, c'est comment est-ce que je fais face à ça et comment est-ce que je résiste aussi, moi, en tant que manager, à une certaine pression et au fait que, eh bien, même si je travaille avec des experts, avec des managers qui sont un peu aguerris à la gestion de crise, il n'y a jamais de certitude. C'est-à-dire, on va poser des hypothèses, on va prendre des décisions, mais on ne pourra jamais garantir que c'est la bonne et que c'est... Et donc, je crois qu'il y a vraiment, comment dire, une préparation, il y a aussi un profil pour les risques managers. Je crois que c'est clair, il faut savoir résister à la pression, il faut savoir effectivement, à la fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, gérer l'immédiat, hein, c'est-à-dire prendre des décisions immédiates, il faut être proactif. J'aime bien toujours donner ce conseil. En gestion de crise, la première règle, c'est d'abord compter sur ses propres forces. Et puis après, essayer d'aller chercher les aides nécessaires. D'abord compter sur ses propres forces, réagir. Et la communication de crise me paraît être de plus en plus stratégique, de plus en plus importante aujourd'hui, tout simplement à cause de cet environnement médiatique, de la pression médiatique. Quand on relit les dépêches AFP avec la psychose devient planétaire, je veux dire, un titre comme ça, qui génère forcément de l'anxiété à la fois auprès des postiers et à la fois dans le public, il faut constamment rappeler les faits. Hein. Et c'est ce que nous avons fait, c'est-à-dire que nous avons essayé d'avoir une communication toujours factuelle, en rappelant à chaque fois ce que c'était que la maladie du charbon. Comment on pouvait se protéger contre elle. Comment est-ce que... rappeler simplement qu'il fallait strictement appliquer les consignes de sécurité, à rappeler que jour après jour, aucun cas d'anthrax, avéré d'anthrax, n'avait été décelé, alors que les alertes étaient donc de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, quoi. Et donc, en communication, la communication de crise est très importante, c'est communication factuelle, toujours factuelle. Et je dirais que nous avons été beaucoup aidés dans notre communication parce que le professeur Bruckner s'est beaucoup impliqué dans les CHSCT nationaux, dans les relations avec les organisations professionnelles. Là aussi, avec les syndicats, nous avons été très proactifs. C'est-à-dire, nous sommes allés vers eux et nous avons communiqué les informations, on a joué la transparence. On n'a pas attendu qu'ils viennent chercher l'information. On a organisé toutes les semaines donc une réunion téléphonique avec eux où on les tenait informés donc de l'évolution de la situation et des mesures que nous prenions au fil du déroulement de cette crise. Je crois que c'est vraiment important d'être proactif, communication factuelle, compter sur ses propres forces et je dirais être modeste. Être modeste, hein. Être modeste parce que, je veux dire, dans une crise, il n'y a pas de vérité. Il y a des réactions, il y a des postures, il y a une communication qui est faite, qui est adoptée par l'entreprise, mais jamais on ne peut garantir que c'est la bonne. C'est avec les éléments dont on dispose que l'on prend telle ou telle décision. Et effectivement, en même temps que l'on prend cette décision, en même temps on commence déjà à réfléchir à la suivante et voir comment, à quelles autres questions on va pouvoir être confronté donc, par la suite. Avec également
toujours, et ça c'était assez fort pour moi, un souci constant du partage de l'information. Ce qui se passe en crise, et ça a été une découverte personnelle pour moi, c'est que lorsque vous êtes donc au cœur de cette crise, ça génère de la part de l'environnement, de l'entreprise, un besoin d'information qui est colossal. C'est-à-dire tout le monde veut savoir. Et tout le monde veut aller au-delà de l'information qui est diffusée à tout le monde. Parce qu'on se dit, oui, mais ils ne nous disent pas tout, etc. Et donc, il y a une attente d'information qui est absolument très importante. Et je crois qu'il faut être capable de répondre à cette information. Et les nouveaux outils, Internet, Intranet, à ce niveau-là, effectivement, permettent de diffuser quasiment en temps réel une information donc à un très grand nombre, information en interne, bien entendu, mais aussi information à nos clients qui se posaient énormément de questions sur notre capacité à continuer à acheminer le courrier, parce que nos clients voyaient aussi donc les centres de tri fermés, les bureaux de poste fermés. Là, il y a un point qui me semble très important, la communication. Oui. C'est pas des mots qu'on rajoute à quelque chose qui n'existe pas beaucoup. Non. Quand on entend bien la communication, c'est de la confiance en soi-même, de la modestie, de la volonté de parler aux uns et aux autres, à commencer par l'interne. Tout à fait. De donner du factuel, y compris quand on ne sait pas. Factuel, alors qu'on n'aura pas forcément beaucoup d'éléments à donner. Donc la clé fondamentale, l'opérateur de communication ici, ça me semble bien. Nous sommes une équipe qui travaillons là-dessus. On ne vous ment pas sur les incertitudes. Il y en a beaucoup. On travaillera avec vous jusqu'au bout. Et c'est ça le cœur de la communication, en fait. Tout à fait. Et j'ajouterais en matière de communication, ce qui est très important aussi, c'est l'écoute. C'est-à-dire, c'est toute cette information qui vous revient donc du terrain. C'est vraiment d'être à l'écoute de, je dirais, des inquiétudes, des peurs. Je pense qu'il faut parler de peur et savoir y répondre sans dire on maîtrise tout, on a les réponses à tout. C'était pas vrai. Je crois que et c'est ça aussi l'intérêt donc des cellules de crise et des réunions donc téléphoniques que nous avions donc tous les jours avec les délégations, avec les départements. C'était de pouvoir faire en sorte que ces questions ou ces peurs, ces inquiétudes s'expriment. Bien entendu, pour un certain nombre d'entre elles, on n'avait pas les réponses et on était clair par rapport à ça. On y travaillait, mais on n'avait pas les réponses. Je dirais que moi, le premier geste que je faisais le matin à 7h en arrivant au bureau, c'était je me branchais sur le site internet de la Poste américaine pour avoir les dernières infos. Mais malgré tout, la Poste américaine avait déjà, elle, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions. Moi, à mon niveau également. Et nous avons essayé petit à petit de trouver les réponses. Et c'est vrai que, à la fois avec Bricaire, mais également avec la société de Dionysos, nous avions au moins mis en place des dispositifs qui nous permettaient au moins de sécuriser une partie donc, de notre courrier. Par contre, nous n'étions pas préparés à, par exemple, une attaque à l'anthrax, je dirais, une lettre à l'anthrax qui aurait été déposée à Paris ou dans une grande ville française. Je crois que là, nous aurions été dans une situation, je dirais, à minima de paralysie de l'appareil de production postale. Je pense que cette paralysie aurait été temporaire, mais je crois qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer. Et je pense que là, il y a vraiment un point qu'il faut souligner, c'est que ces attaques sont redoutables. Elles sont vraiment redoutables. Toutes les attaques qui visent des entreprises de réseau, où le cœur de leur activité, c'est-à-dire la lettre, c'est-à-dire ce qu'on explique, devient un vecteur de contamination, devient une arme. C'est vrai que ce sont des attaques redoutables et je crois qu'il ne faut surtout pas sous-estimer et surtout pas se dire ça ne m'arrivera jamais. Parce que c'est ce que je pensais avant, je ne le pense plus. Et tous les opérateurs considèrent encore aujourd'hui que les attaques à l'anthrax sont certainement encore une des menaces les plus fortes actuellement. Et malgré tous les dispositifs, malgré toutes les décisions que nous avons pu prendre, je crois que effectivement, ces attaques restent très redoutables. Mais dans une optique d'accumulation de connaissances, ce que j'ai pu remarquer, c'est que cette énergie positive et ce savoir-faire que vous aviez réussi à la Poste à mettre en place à travers l'anthrax, lorsque les grandes inondations arrivent dans le sud, vous arrivez
Ah tu oui. arrives à avoir une attitude extrêmement positive qui en interne, et là on pourra parler, Oui. comme on le fait souvent, opportunité et danger dans une crise, Ouais. opportunité c'est possible. Donc ça veut dire qu'il y a de l'accumulation positive. On pourrait dire juste un mot sur les Oui, oui, inondations. oui. Moi, tout à fait. C'est vrai que les inondations, à la limite, bon, c'est vrai que c'est une crise tout à fait d'un autre genre, où là, il n'y a pas, je dirais, de risque sanitaire pour nos clients, mais on a un réseau qui est complètement, donc, puisque les inondations ont touché une grande partie du sud-est de la France, où on a eu un réseau avec lequel on était en incapacité de communiquer par quelque voie que ce soit d'ailleurs, donc pendant plusieurs jours. Mais ce que j'ai appris à travers la gestion de cette crise, qui effectivement est une gestion de crise très réactive, où on a été très proactif, où on a été vraiment, parce qu'on avait de l'entraînement, je dirais. Et ce que j'ai appris à travers ça, c'est que on sous-estime très souvent l'impact que peut avoir en interne donc la gestion de crise sur notre personnel. Le fait que la Poste a été très réactive à l'appui de son personnel, en apportant du secours à la fois matériel mais également moral, en gérant des situations parfois dramatiques, a eu un impact très fort que je voudrais illustrer simplement par une anecdote. Le directeur de la Poste du Gard me disait qu'il avait été frappé le mois de janvier qui a suivi donc ces inondations dramatiques dans les sud-est par le nombre de témoignages et de bons vœux que lui avaient adressé des postiers qui avaient été touchés par les inondations. Et ce retour, je l'ai eu également à travers les syndicats. Je crois qu'on peut aussi à la fois détruire ou construire ou améliorer l'image d'une entreprise, d'abord en interne, mais aussi en externe, dans sa capacité, dans sa réactivité à savoir gérer une crise. Et ça, c'est vraiment... Je dirais, c'est vraiment un point sur lequel je ne saurais trop insister, parce que on l'a vu trop souvent, malheureusement, l'incapacité d'une société à faire face à une crise, et la crise par nature, elle est toujours imprévisible, elle est toujours beaucoup plus catastrophique que ce que l'on pouvait imaginer. Mais cette incapacité à la traiter peut être vraiment désastreuse en termes d'image. Alors qu'au contraire, mettre du positif et de l'énergie forte et de la compétence. Tout à fait. Ça a effectivement des impacts très forts tant en interne qu'au niveau externe. Et ce qui me semblait vraiment intéressant, c'est d'arriver à baisser le niveau d'inquiétude vis-à-vis du sujet lui-même de la crise. Oui. D'en faire un élément de responsabilité en interne, au niveau du président, au niveau de son cabinet, au niveau de l'ensemble de ses équipes, et de le faire au niveau international aussi, où ça devient quelque chose d'à peu près normal. Je veux dire, lorsque j'ai vu passer un mail des États-Unis disant « This is not an exercise », alerte à Washington, tout à fait. Finalement, c'était une fausse alerte, mais... Oui. Mettre dans les tuyaux quelque chose et que le système ne se met pas en vrille mais se met en responsabilité, c'est un petit peu emblématique de ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense. Exactement, je crois qu'on a fait un pas dans la gestion de la crise lorsqu'on apprend les événements avant les médias. Et là, c'était le cas, par exemple, lorsqu'en janvier 2003, oui, je crois que c'est en 2003. Donc, on apprend qu'il y a soi-disant un nouveau cas avéré d'anthrax aux États-Unis. J'avais l'info avant les médias. D'accord. Et donc, j'ai su avant les médias que c'était une fausse alerte. Et là, c'est aussi un des aspects tout à fait positifs de la mise en place de ce fameux réseau européen de gestionnaires de crise, réseau international de gestion de crise, et qui nous permet d'échanger de l'information très, 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 très rapidement. Et ça me paraît vraiment, vraiment, vraiment capital. Et au-delà, je crois que le fait d'échanger dans le cadre de différentes associations, clubs ou réseaux de gestionnaires de crise au niveau national et international m'apporte personnellement beaucoup dans la préparation ou dans cet échange d'expérience, dans ma propre capacité, améliore tout à fait ma propre capacité
à me préparer et vraisemblablement aussi à gérer la prochaine crise, parce que malheureusement, il y aura une prochaine crise. Mais il y a de la force en face. Et il y a de la force en face. Merci.